Bonjour à tout le monde. Merci beaucoup, Karine. Juste une chose, Karine, pourquoi dis-tu pour la petite histoire? C'est une grande histoire. Bon, d'abord, je voudrais vous dire que je suis heureux d'être avec vous ici à la JD. Et puis, on fête un centenaire. Et alors, c'est un anniversaire, 100e anniversaire de l'insuline. Alors, 100e anniversaire, je pense que c'est pour ça qu'ils ont invité un vieux comme moi pour en parler, mais je vous dis tout de suite, en 1921, j'étais pas là. En fait, quand on fête un anniversaire, on pense aux années d'avant, mais on pense aussi aux années d'après. Et ce que je voudrais vous dire, c'est surtout, je ne voudrais pas que vous pensiez à travers ce que je vais vous raconter, que tout est beau, que tout est magnifique. Ce n'est pas du tout ça que je vais vous dire. Et je voudrais dire à Nadine Hofmeister combien j'ai apprécié sa présentation sur la douleur. Parce que ça, il y a des choses qu'il ne faut pas gommer et qu'il ne faut pas effacer dans un discours qui est un peu triomphaliste. Il y a des choses, malheureusement, qui sont des réalités. Je crois, un jour, j'ai entendu, je me souviens, c'était il y a très très longtemps, c'était Paul Tchernikov, je dînais avec lui, il me disait, tu sais, aux petits-enfants, il ne faut pas leur dire, t'en fais pas, ça fait pas mal la piqûre. C'est tout simplement pour une raison, c'est parce que c'est pas vrai. Ça fait mal. Voilà. Alors peut-être que ça ne fait pas très mal, mais qui sommes-nous pour dire quelle intensité? C'est pour ça que je voudrais vous dire, j'ai vraiment énormément apprécié la dimension psychologique de votre intervention. Alors, du rêve à la réalité, il y a quand même la réalité d'aujourd'hui. Et si je voudrais vous faire un petit peu un survol historique, c'est pour vous montrer l'accélération du progrès scientifique et médical. Et ça, c'est pour donner une note d'espoir dans le cadre de ce désespoir qu'est le fait d'avoir un diabète traité par l'insuline. Il faut vraiment avoir une vision positive des choses. Et c'est un peu aussi l'état d'esprit, sans jamais oublier ce que vous nous avez montré. Alors, vous voyez sur cette diapositive, j'ai mis histoire de boucle. Alors, c'est un petit clin d'œil, parce que j'ai connu la JD en 1981-82, et je me souviens que j'avais écrit pour le bulletin de la JD un article que j'avais intitulé « Histoire de boucle ». Et à l'époque, c'était un rêve que de faire une boucle fermée. Alors, vous voyez sur cette figure, je ne sais pas s'il y a une flèche, non, peut-être pas, peu importe. On voit à gauche, vous prenez un petit déjeuner et votre glycémie va monter. Et il y a la cellule pancréatique qui produit de l'insuline. Et l'insuline, elle fait baisser la glycémie, elle la ramène à la normale. Et on fait ça à chaque repas dans la situation normale. C'est ce qu'on appelle une boucle de régulation. Et grâce à ça, la glycémie, chez les gens qui ont des cellules qui fonctionnent correctement, la glycémie reste tout le temps aux alentours d'1 gramme par litre. Avant les repas, après les repas, ça monte à peine. Et ça, c'est grâce au fait que le pancréas produit de l'insuline d'une manière très rapide au moment des repas. Vous voyez ce pic d'insuline au moment de chacun des repas et qui permet d'éviter que la glycémie monte trop et qui la ramène à la normale. Et puis, il n'y a pas d'hypo, c'est magnifique, il faut dire. Alors, malheureusement, eh bien, comme vous le savez, le diabète, c'est une maladie qui détruit ces cellules qui produisent l'insuline, et ça a 2 conséquences. La première, c'est que la glycémie s'élève, le sucre passe dans l'urine, les urines sont abondantes, on a soif, mais il y a une autre chose, c'est qu'en même temps que l'insuline régule la glycémie, elle permet de profiter du repas. Et s'il n'y a pas d'insuline, eh bien, on ne profite pas du repas et on maigrit. Et voilà 1921. Et 1921, c'est vraiment un énorme changement. Tout d'un coup, il y a des personnes qui découvrent l'insuline. Et c'est cette découverte dont on fête aujourd'hui le centenaire. Alors comment est-ce qu'on en est arrivé là? Eh bien, c'est une longue histoire qui se passe sur des siècles. Et vous voyez, ça commence à gauche en 1550, avant Jésus-Christ, chez les pharaons égyptiens. Et puis à droite, c'est maintenant,
Alors, au-dessus de la flèche tout à fait à droite, j'ai mis ma photo aujourd'hui. Et ma photo, quand j'avais 1 mois, j'étais un mignon petit bébé. Comme vous voyez, et ça, c'est pour vous montrer que ma naissance à maintenant, c'est un tout petit... On est peu de choses hein, par rapport à la légende des siècles, comme dirait Victor Hugo. Alors voilà, 1550 avant Jésus-Christ, on a trouvé un papyrus. Et dans ce papyrus, qui a été découvert par quelqu'un qui s'appelle Ebers, eh bien, vous voyez, sous le règne d'Amenhotep III, bon, ne me demandez pas quelle dynastie, j'en sais rien, eh bien, il avait mentionné l'existence de malades qui avaient des urines abondantes. Et au VIe siècle avant notre ère, il y avait un médecin indien qui s'appelait Sushruta, qui avait décrit l'abondance des urines comme celle d'un éléphant, de ceux qui mangeaient avec gloutonnerie du riz, de la farine et du sucre, et il associait à la sédentarité, au fait de ne pas bouger, c'était assez bien vu, et l'obésité, il recommandait de l'exercice dans son traitement. C'est pas mal, hein, 6e siècle avant Jésus-Christ. J'ai toujours trouvé ça un peu bizarre, ces urines comme celles d'un éléphant. Alors j'ai regardé combien un éléphant urine par jour. Alors vous savez, on trouve tout sur Internet, et j'ai vu qu'un éléphant, ça urine 50 litres d'urine par jour. Alors je pense que c'était quand même un peu exagéré. Alors ensuite, au 1er siècle après Jésus-Christ, là voici Arrêté de Cappadoce. Bon. Et Arrêté de Cappadoce, regardez, il a le regard perçant, hein, vraiment perçant, P-E-R-C-A-N-T. Et voilà ce qu'il écrivait. Il dit « Le diabète est une affection grave, peu fréquente, qui se caractérise par une fonte musculaire, vous voyez, l'amaigrissement, importante des membres dans l'urine. Hein, les membres fondent dans l'urine. Et le patient n'arrête pas d'uriner, ce flux est incessant comme un aqueduc qui se vide. » Voilà ce qu'on disait au 1er siècle après Jésus-Christ, Arrêté de Cappadoce. Et puis, 8 siècles plus tard, Avicenne. Alors j'aime beaucoup Avicenne parce que j'ai eu la chance de travailler pendant 20 ans à l'hôpital Avicenne à Bobigny. C'était un très grand médecin et il avait reconnu l'existence du diabète et son lien avec l'obésité et il avait appelé cette maladie aldulab, qui signifie une roue à eau. Et maintenant on va sauter quelques siècles et on arrive au XVIIIe siècle. Alors maintenant, imaginez que vous êtes au XVIIIe siècle. Vous savez, vous êtes ici. Je ne sais pas, vous avez sûrement vu dans le métro, vous êtes ici. Alors là, il y a quelqu'un qui dit, tiens, qui voit ça, il dit, vous êtes ici. Et il dit, tiens, comment est-ce qu'ils sont déjà au courant que je suis ici? Bon. Et voilà, on est au XVIIe, XVIIIe siècle, et vous voyez, il y a surtout Thomas Willis qui signale le goût sucré des urines. Parce qu'à l'époque, quand on examinait quelqu'un, on goûtait les urines. Bon, maintenant, ça ne se fait plus beaucoup. Et en 1776, Matthew Dobson, en Angleterre aussi, à Liverpool, avait identifié cette douceur à la présence de sucre. Et en 1796, sur cette base, un médecin anglais, John Rollo, avait proposé un traitement par un régime pauvre en féculents et riche en graisse animale. Bon, ce n'est pas vraiment ce qu'on propose, aujourd'hui. Je pense qu'il avait tout faux. Hein. Bon, alors ensuite, milieu du 19e siècle, un immense chercheur, Claude Bernard. Et Claude Bernard, il a fait des leçons sur le diabète. Vous savez que c'est lui qui a inventé ce qu'on appelle la médecine expérimentale et la physiologie. C'est le père de la physiologie moderne. Et on peut visiter sa maison. J'ai vu dans sa maison, écrit sur un mur, un petit papier où il avait écrit « Baptiser la matière, le glycogène ». Écrit avec la main de Claude Bernard. Il a découvert que dans le foie, il y avait du sucre. Il avait dit « Baptiser cette matière, le glycogène ». Et il avait montré que sur le lapin, il faisait de l'expérimentation animale, que la piqûre du plancher du 4e ventricule, qui est dans le cerveau, ça produit chez le lapin une glycosurie, c'est-à-dire l'apparition de sucre dans l'urine. Et voici l'expérience qu'il avait faite le 19 mai 1851. Et à gauche, vous avez Claude Bernard entouré de ses élèves en train d'opérer un lapin.
Sur un gros lapin bien portant, on piqua la moelle allongée avec l'instrument à 2 pointes que je vous ai mis au-dessus. En perforant la partie supérieure de l'occipital, l'animal ne perdit aucunement l'équilibre après l'opération. Seulement ses membres devinrent raides et ses mouvements très lents et comme circonspects. Vous imaginez le pauvre lapin, parce que ça se faisait sans anesthésie. Hein. Alors on avait accusé Claude Bernard de faire de la vivisection. Et 1 heure après, l'urine contenait très évidemment du sucre et la quantité d'urine n'avait pas sensiblement augmenté. Le lapin mangea des feuilles de chou qu'on lui donna. Ils étaient quand même gentils avec ce lapin. Et 3 heures après la piqûre, les urines avaient toujours beaucoup de sucre. Et je peux vous dire que cette expérience de Claude Bernard, qui avait montré avait fait penser qu'il y avait au niveau du cerveau, que c'était au niveau du cerveau que se passait l'apparition du diabète. Et on sait en fait que sans doute ça intervient dans le diabète de type 2, mais dans le diabète de type 1, c'est au niveau du pancréas. Mais ça, c'était la vision du diabète qu'on avait dans les années 1850, au milieu du 19e siècle. Ah, on avance. 1869, Paul Langerhans, dont je vous ai mis ici la photo, il découvre des amas de cellules dans le pancréas au microscope, enchâssés parmi les canaux qui sécrètent le sucre pancréatique, dont la fonction est inconnue. Il appelait ça des îlots. Et maintenant, on appelle ça les îlots de Langerhans. Et ça, c'était en 1869. Alors, je vais vous dire une chose, après 1869, vint 1870. Vous êtes d'accord? Alors, 1870, ça a été la guerre, et malheureusement, avec la Prusse, et vous savez qu'on a perdu cette guerre-là. Hein, et Paris a été assiégé. Et pendant le siège de Paris, il n'y avait rien à manger, on mangeait les chats et on mangeait du rat. Hein. Et il y avait un diabétologue qui s'appelait Apollinaire Bouchardat, qui avait montré que chez certains de ces patients diabétiques qui étaient affamés pendant le siège de Paris, la glycosurie, le sucre dans l'urine, disparaissait. Et il pensait que ça pouvait s'appliquer au traitement du diabète. Et donc, il avait dit à ses patients, mangez le moins possible. Et en fait, ce n'était pas bête pour les patients qui avaient un diabète de type 2, mais évidemment, on ne peut pas proposer ça aux gens qui avaient un diabète de type 1. Alors, on a perdu la guerre, vous savez, Napoléon III s'en va, et puis, il y a le Deuxième Reich, parce qu'on parle toujours du Troisième Reich, mais il y a bien eu un Deuxième Reich. C'est le Deuxième Reich après la défaite de Sedan. Et vous voyez qu'on a perdu l'Alsace et la Lorraine, et donc l'Alsace est allemande. Et c'est pour ça que la découverte de la fonction du pancréas a été faite à Strasbourg, en Allemagne. Et Minkowski était un grand diabétologue allemand, mais qui était à Strasbourg, Allemagne. Et avec son collègue Joseph von Mering, ils étaient jeunes à l'époque, ils avaient fait une expérience, ils avaient pris un chien parce qu'ils s'intéressaient au pancréas, ils ne savaient pas trop à quoi ça servait. Il a dit, on va l'enlever, on va voir ce qui se passe. Ils pensaient que ça servait à la digestion. Et ils ont fait ça un vendredi soir, et quand ils sont revenus le lundi matin, il y avait la personne qui s'occupait du laboratoire qui dit « Professeur, der Hund, le chien, pipi !» Et leur patron, qui s'appelait Nonin, avait dit « Il y a des mouches !» Et il avait dit « Là où il y a des mouches, il y a du sucre !» Et donc, recherchez si dans l'urine de ces chiens, il n'y a pas du sucre. Et ils ont trouvé du sucre. Et comme Minkowski était génial, il a pensé au diabète. C'est ça qui était génial. Et il a opéré 9 autres chiens, et les autres chiens sont devenus diabétiques. Et alors, vous me croirez ou vous ne me croirez pas, mais Minkowski, c'est mon cousin. Alors, je peux vous dire, un cousin éloigné, mais j'ai fait un arbre généalogique. Vous voyez, je suis à gauche, il y a mon père, ma grand-mère, mon arrière-grand-mère du côté paternel, bon, et puis il y a son frère, sa femme, etc. Bon, il y a quelques familles, et puis on arrive tout droit à Minkowski. Bon, ça me fait une belle jambe, mais enfin quand même, c'est un cousin. Viens. On s'amuse comme on peut, hein, à la retraite. Bon, alors, en 1890, donc un an après 1889, à Montpellier, Hédon, fait une extraordinaire expérience. Il prend un chien, il lui enlève le pancréas et il le greffe, le pancréas, au cou. C'est-à-dire il relie l'artère
de la carotide du chien à l'artère du pancréas, et puis la veine du pancréas, la veine jugulaire du chien. Et il s'aperçoit que le chien ne devient pas diabétique. Et ça, c'est énorme. Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le pancréas, il y a une substance qui empêche de devenir diabétique. Et à ce moment-là, eh bien, il a fallu trouver cette substance. Et on peut citer de nombreuses personnes qui s'y sont mises. D'abord, quelqu'un qui s'appelle Georg Stulzer, et puis Nicolae Paulescu. Mais vous comprenez bien, il va falloir attendre 1922. C'est terrible. C'est 30 ans pendant lesquels les enfants qui sont atteints de diabète maigrissent et meurent sans traitement. Et Paulescu, il avait presque trouvé l'insuline. Il travaillait à l'Hôtel-Dieu de Paris en 1916, il avait pas mal d'expériences et il était arrivé à faire un extrait qui faisait baisser la glycémie et il avait publié ça. Et ensuite, il y a eu la guerre et il a arrêté ses travaux, il est rentré en Roumanie et donc, lui, il n'a pas eu le prix Nobel, alors il s'est beaucoup plaint. Il n'a pas été très soutenu parce qu'on s'est rendu compte que ce personnage était un sinistre personnage en fait, parce que vous voyez le genre d'article qu'il était capable d'écrire, c'était un antisémite épouvantable, des générations la rasuivent, et puis il y a d'autres textes de lui. Donc vous voyez comment un grand savant peut aussi être, quelqu'un de pas recommandable pour être poli. Et puis on arrive ici maintenant, et enfin 1921, vous voyez, vous êtes ici maintenant, ça approche, et on va parler de la découverte de l'insuline. Et c'est pendant l'été que ça se passe. Il y a Banting qui est à droite sur la photo. Banting a une idée, et il se dit, je vais lier les canaux du pancréas pour atrophier le pancréas qui sert à la digestion, et comme ça, il ne restera plus que les cellules qui produisent l'insuline. Et en fait, il a demandé à son patron, il était tout jeune, hein, il avait 29 ans, il a demandé à son patron, qui s'appelait Colip, est-ce qu'on pourrait pendant l'été opérer quelques chiens? Est-ce que Oui, je pars en Europe, faites ça, dit le patron. Et il a dit, est-ce que je pourrais travailler avec Charles Best, qui avait 22 ans, qui était externe, hein? Oui, travailler avec Charles Best. Bon. Et puis quand il revient de vacances, le patron qui s'appelait MacLeod, eh ben, les deux galopins avaient trouvé quelque chose qui semblait faire baisser la glycémie. Et là-dessus, MacLeod a tout de suite compris que c'était important. Il les a mis dans les mains d'un chimiste qui s'appelait Colip. Et Colip, lui, a travaillé proprement. Et finalement, il y a eu, ça a été publié en 1922. Ils ont, le 14 janvier 1922 exactement, ils ont pour la première fois injecté de l'insuline à un petit garçon qui était en train de mourir dans les bras de sa mère, Leonard Thompson, parce qu'ils avaient découvert l'insuline. Il pesait 30 kilos à ce moment-là. Et le voilà, quelques semaines, quelques mois après le début du traitement. Il a vécu de nombreuses années. Il est mort assez jeune d'une pneumonie en 1935. Mais vous savez, en 1935, il n'y avait pas d'antibiotiques. Hein. La pénicilline, c'est 1943. Fleming, donc on comprend mais c'est extraordinaire. Une maladie mortelle était vaincue. Voilà. C'est ça que ça voulait dire. Et je pense qu'il faut qu'on garde l'image, non pas du terrible à gauche, mais l'image du petit garçon, qui est mignon comme tout, avec sa petite barboteuse. Je trouve cette image bouleversante. Et ça, il y avait un autre. Et puis il y a la récompense. La récompense, c'est le prix Nobel. Alors vous voyez, en 1923, ils ont le prix Nobel un an après. Et en fait, le prix Nobel a été donné à Banting et au patron, à Colip, à MacLeod. Et Banting était furieux. Il a dit à son patron, à MacLeod, écoutez, moi, je partage l'argent avec Best, et vous partagez l'argent avec Colip, et si vous ne le faites pas, je dis à tout le monde que vous n'avez rien fait du tout. Voilà. Et en fait, bon, ça c'est comme ça, il a accepté, mais il se détestait tellement qu'on n'a aucune photo des quatre ensemble. Voilà. Donc ça a été très bien décrit, la découverte de l'insuline. Et puis l'insuline, elle est devenue disponible, elle s'est répandue sur la surface de la Terre, dans tous les pays. En France, c'est Endopancrine qui a pris la production. Et je dois dire, ce qui est magnifique, c'est notamment sous l'occupation, il n'y a jamais eu de manque d'insuline. Et puis l'insuline a évolué. Alors au début,
il n'y avait que de l'insuline rapide, il fallait se faire 4 ou 6 piqûres par jour. Et imaginez qu'il n'y ait pas de seringue jetable. Il y avait des seringues en verre, il fallait vous faire bouillir. En 1936, la NPH. En 1937, des insulines de lente, etc., etc. Puis vous voyez qu'il va y avoir des progrès sur des insulines de plus en plus rapides, des insulines lentes. Et je crois que Jacques Pelletan en parlera tout à l'heure. Ça, c'est un petit peu pour répondre à Nadine Hofmeister. Vous voyez, il y a aussi des progrès de technique, et je pense que ce qui est bien, c'est de penser qu'il y a aussi eu des progrès au niveau de la douleur. Vous voyez, par exemple, les aiguilles. Le problème, c'est qu'il reste des aiguilles, mais les aiguilles se sont considérablement améliorées. Et vous voyez, par exemple, j'ai montré sur tout à fait en bas et à droite, elles sont beaucoup mieux biseautées. C'est pour ça que ça fait, moi, c'est le premier millimètre qui fait mal. Mais ensuite, les 2 autres millimètres, on ne sent pas. C'est la traversée de l'épiderme qui est douloureuse. Et ça, on n'y peut rien, malheureusement. Mais vous voyez qu'il y a quand même eu des progrès qui ont été faits sur la douleur. Donc ça a été pris en compte, heureusement. Et puis, évidemment, on a quitté les seringues en verre qu'on devait stériliser pour avoir d'abord des seringues jetables. Ça dans les années 75, et puis ensuite le stylo, je me souviens, 1985, là j'étais là, 1985, les premiers stylos, et puis il y a eu les pompes à insuline. D'abord, alors Gérard Slama, qui est un ami à moi, à l'Hôtel Dieu, avait proposé en 74 pompes intraveineuses, et c'est surtout en 79 que John Pickup, en Angleterre, a proposé des pompes portables que vous connaissez. Il y a quelques personnes qui ont une pompe implantable. Et aussi la mesure de la glycémie qui a fait des progrès. Regardez, en 79, c'était le premier appareil autopiqueur, l'autolette. On l'appelait l'arbalète, parce que ça faisait horriblement mal, ce truc. Hein. Et d'ailleurs, beaucoup de mes patients m'ont dit qu'en fait, la piqûre au bout du doigt est plus douloureuse que l'injection d'insuline. Les progrès qui ont été faits, c'est que la lancette vibre moins. Et donc, comme elle vibre moins, elle coupe moins, parce qu'en fait, la sensation de douleur qu'on a, c'est une sensation de brûlure, très souvent dont on se plaint. Et puis, les patients vont mieux. Tiens, la figure n'est pas passée, c'est dommage, mais je vais vous la résumer. Non, je ne sais pas comment on fait pour revenir en arrière, voilà. En fait, cette figure qui n'est pas passée, c'est dommage, c'est un travail suédois. C'est un pédiatre qui s'appelle Johnny Ludvigsson. Et ce qu'il a montré, donc son assistant qui a signé le papier, l'article qui est paru dans le New England Journal of Medicine en 1994, donc ça fait 25 ans, il a montré, il a regardé l'évolution des complications rénales du diabète chez des enfants qui étaient devenus diabétiques en 1950, en 1960, en 1970 ou en 1980. Au bout de 15 ans. Donc en 1994, il a pu regarder ceux qui étaient devenus diabétiques en 1980. Alors que ceux qui étaient devenus diabétiques en 1950, il y en avait 30% qui avaient une atteinte grave des reins. Chez ceux qui étaient devenus diabétiques en 1980, en 1995, il n'y en avait aucun qui avait une complication rénale. Et donc vous voyez, ces données-là, c'est dommage qu'on ne voit pas la figure, mais ce que je vous raconte vous le démontre. En fait, ce qui est important, c'est de montrer qu'on a réussi aussi ça, c'est-à-dire diminuer le risque de complications. Et ça, c'était en 1994, il y a 25 ans. Donc maintenant, on est en 2021. Donc vous voyez, on peut vraiment espérer que les progrès vont encore s'accélérer. Alors, évidemment, est-ce qu'on va aller vers la boucle fermée dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire faire un artifice, un pancréas artificiel? Et là, je voudrais vous montrer sur cette figure, vous voyez, je la présente sous forme d'une pyramide. Et il y a l'entrée de la pyramide qui commence en 1989, hein, c'est un peu comme l'entrée à la Villette avec la longue avenue qui arrive jusqu'ici. Et puis on entre dans la pyramide en 1922 avec Banting et Best. Et vous voyez qu'il va y avoir 2 voies. Il y a la voie des ingénieurs et la voie des transplanteurs. Et vous voyez, j'ai mis des jalons. 1979, l'apparition des autopiqueurs pour se piquer le bout du doigt. Et 2000, c'est l'apparition des capteurs de glucose. Mais on est en 2021.
Et la transplantation, c'est première greffe de pancréas 1966, première greffe, et puis isolement des îlots aussi 1966. Vous voyez, le capteur de glucose, c'est simplement un système qui permet de fabriquer un courant électrique proportionnel au taux de glycémie. Alors ça, c'était un principe, mais maintenant, eh ben, ça existe. Ça existe et beaucoup d'entre vous utilisent un capteur de glucose. Et puis, il y a eu une annonce. Il y a eu une annonce en 2014. Ça a été annoncé sous la forme d'une révolution. Et je pense que c'était pas exagéré. Et je vais vous raconter quelque chose. En 2014, j'étais au congrès de l'Association américaine de diabétologie. Et il y a des gens qui m'ont dit, comme je travaillais avec Karine Cholot dans notre grande histoire commune sur le capteur de glucose, il y a des gens qui m'ont dit, on aimerait vous montrer quelque chose. Et donc, ils me proposent de prendre un petit déjeuner avec eux. Et je vois quelqu'un qui vient me voir et qui me dit, voilà, regardez, monsieur, vous voyez ça? Il fait ça. Il dit, voilà ma glycémie. J'ai dit, et il me dit, et vous savez, on n'a pas besoin de calibrer le système. Ça marche comme ça. On implante et le lendemain, on fait comme ça. Et voilà, à chaque fois. Je dis, c'est pas vrai. Alors, je dis, je ne peux pas croire une chose pareille. Parce que je travaillais avec Karine. On savait, je me souviens combien c'était, on savait combien c'était difficile. Je n'y ai pas cru. Et quand je suis rentré à Paris, j'ai téléphoné au responsable du laboratoire qui faisait ça. Et je lui ai dit, écoute, j'aimerais bien en avoir deux, parce qu'il y en a un que je voudrais me poser sur moi-même, et puis un que je voudrais poser sur un de mes patients, en lui demandant son accord évidemment, pour voir vraiment si ça marche. Alors il m'en a apporté deux, et il y a une personne de son équipe qui est venue, très gentiment, elle m'a implanté le freestyle, hein, et elle m'a dit, voilà, je vous laisse l'autre pour votre patient. Je dis, merci beaucoup, au revoir, je vous raconterai comment ça se passe. Et à peine avait-elle eu le dos tourné que je me suis implanté l'autre sur l'autre bras. Vous voyez? Non, mais c'est pas une blague, hein. Parce que je m'étais dit, le raisonnement c'était pas idiot. Je m'étais dit, si ça marche vraiment, les deux doivent montrer la même chose. Alors bon, je ne suis pas diabétique, mais quand je prends du Coca-Cola, j'ai ma glycémie qui monte un peu, donc je faisais varier. J'ai bu énormément de Coca-Cola pendant 15 jours. Et je peux vous dire, je me suis mesuré la glycémie, là j'ai compris la douleur, hein, ce que ça représente, très, très souvent. Ben, voilà les résultats. Vous vous rendez compte, j'avais ces deux appareils devant moi qui disaient exactement la même chose. Et si vous regardez, vous voyez le pic. On a le même pic, c'était quand j'avais pris un Coca-Cola 2 heures avant de prendre cette fois. Et j'ai mis la corrélation entre les deux types de mesures. J'étais absolument stupéfait. Eh bien, ça a été, comme vous savez, ça a eu du succès. Et je crois vraiment que ça a été une très grande étape. Et pourquoi ? Eh bien, parce que ça faisait disparaître la douleur de l'autosurveillance glycémique. Alors, il reste le fait que c'est pas top. C'est quand même implantable. C'est quand même, ça peut être gênant d'avoir un truc porté sur soi, mais on voit quand même le progrès qui est représenté ici. Alors ça, c'était le rêve de Söllner. Vous voyez, cet article était paru en 1981, il y a 40 ans, et il disait c'est un rêve. On voudrait coupler le capteur à une pompe, et voilà, eh ben, c'est plus un rêve, ça existe. Et en 2016, ça a été approuvé par la FDA. Et vous savez qu'en France, il y a un pancréas artificiel dont tu parleras sans doute un peu, Jacques, tout à l'heure. Donc, vous voyez, de ce rêve à la réalité, mais vous vous rendez compte, il aura fallu toutes ces années-là. Et maintenant, ça va beaucoup plus vite. Prenez par exemple la Covid, cette maladie terrible, cette calamité qui nous est tombée dessus il y a maintenant bientôt 2 ans. En quelques jours, les Chinois ont trouvé le virus et ont pu donner la séquence du virus. Et en 1 an, il y a eu un vaccin qui a été préparé. Et 1 an après le début de la vaccination, il y a plusieurs milliards de personnes qui sont vaccinées sur la Terre. Ce qui est dommage, c'est qu'il y a de très nombreux pays où malheureusement ce n'est pas le cas, où les gens font des manifestations pour demander des vaccins. Ça fait réfléchir. Voilà, ce que je voulais vous montrer, c'est ce rêve des ingénieurs et des transplanteurs. Il y avait le rêve de Hédon. Et puis, il y a eu 30 années d'attente qui ont été terribles. Vous voyez que, par exemple, en 1894, on avait essayé de greffer des îlots de moutons. Bon, qu'est-ce que les enfants mouraient? Qu'est-ce qu'on pouvait faire? Essayer? On pouvait tout essayer.
Et mais évidemment, ça n'a pas marché, mais vous comprenez. Et en fait, là, la greffe de pancréas, ça a commencé en 1966, mais en 1966, comment est-ce qu'on soignait le diabète il y a 50 ans? Pas comme aujourd'hui. Alors là, je vous ai mis la photo de Nadjarian, qui était le premier à faire une greffe de pancréas, de Paul Lessig, que j'ai rencontré, qui a été le premier à isoler les îlots de Langerhans à partir du pancréas de rat. Aussi en 1966, il y a eu des greffes d'îlots de Langerhans qui ont commencé en 1990. Mais vous voyez, je pense qu'il faut, au moment où on célèbre un anniversaire, je pense qu'il faut être reconnaissant à tous ces pionniers, à toutes ces personnes qui ont préparé ce moment béni de 1921, où il y a eu un traitement du diabète, parce qu'avant, il n'y avait pas de traitement, et j'ai repris ici la photo de Leonard Thompson. Et voici ma dernière diapositive. Maintenant, voilà où vous êtes. Vous êtes en 2021. Alors, qu'est-ce que... avec, comme j'ai dit, une recherche qui s'accélère, qui devient incroyablement puissante dans son accélération. Quand je me souviens, quand à l'AJD, on faisait des séances comme celle-ci, il y a 40 ans. En 1982, j'ai participé à une réunion de la JD. On faisait très attention à ce qu'on racontait aux familles pour ne pas donner de faux espoirs. Et quand je parlais d'histoire de boucle, on me disait « mais ça sera quand ?» Je disais « j'en sais rien, je ne peux pas vous dire ». Et aujourd'hui, il y a un pancréas artificiel qui est disponible, bien entendu, qui reste encore très expérimental, et qu'il va falloir peaufiner, je veux dire, je pense que Jacques va en parler. Mais vous voyez, et de même pour les îlots de Langerhans, vous voyez, ça a sûrement avancé moins vite, mais vous voyez, vous êtes ici. Donc maintenant, je pense que ce que Jacques va nous montrer, Jacques Pelletroit va nous montrer, c'est la suite de l'histoire. Je vous remercie.